Dans le dernier volet de la série, nous avions vu les 3 éléments qui composent le triangle d'exposition. Et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en pratique ces éléments que sont l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO au niveau de notre appareil photo pour choisir notre bon mode de prise de vue. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie, donc pour ce 3e volet de notre mini-série sur débuter la photographie. Aujourd'hui, nous allons travailler essentiellement autour de l'utilisation de notre appareil photo et son réglage pour l'utiliser au quotidien pour faire les meilleures photos possibles, bien évidemment. Donc comme je le disais en introduction, cet épisode va s'inscrire dans la suite de l'épisode précédent où on avait vu globalement les composantes du triangle d'exposition. Aujourd'hui, on va voir les différents modes de prise de vue qu'il existe au niveau de notre appareil photo et comment les utiliser, lequel est plus destiné à quelle utilisation ou autre. Bien évidemment, comme tous les épisodes, et c'est sur le principe sur lequel se base cette mini-série, vous aurez une playlist qui sera associée à cet épisode, qui recueillera un certain nombre de vidéos de ma chaîne ou d'autres chaînes qui vous permettront de zoomer en détail sur un certain nombre de points en rapport avec le sujet de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment globalement maîtriser son appareil photo. Je pense que le sujet est vaste, il y a beaucoup de choses à dire et donc je vais sûrement découper ce thème en plusieurs vidéos. Alors est-ce que ce seront des vidéos à suivre ou entrecouper d'autres sujets? Et aujourd'hui, on va juste commencer sur les modes de prise de vue. Alors quel que soit le type d'appareil photo que vous pouvez avoir, vous avez sous une forme ou une autre un moyen de choisir le mode de prise de vue. Souvent, en tous les cas, sur un compact, sur un bridge, sur un réflexe, sur un mirrorless, la plupart du temps, ça se traduit par une petite molette sur lequel il y a des petits symboles qui permettent de choisir son mode. Cette molette est souvent sur le dessus de l'appareil photo et on y retrouve des pictogrammes, de dessins, de macros, de paysages, de portraits, un petit carré vert, souvent on y reviendra, et des lettres P, S, M, A ou autres. Donc chacun de ces pictogrammes ou lettres fait référence à ce que j'appelle un mode de prise de vue, c'est-à-dire c'est un mode dans lequel tout ou partie des paramètres que l'on a vus la dernière fois sont gérés ou pas de façon automatique et ça permet de indiquer à l'appareil photo comment il va pouvoir éventuellement soit gérer intégralement la prise de vue, soit vous assister, soit lui dire laisse-moi faire, c'est moi qui fais tout en manuel. Alors quand je dis qu'on va laisser la main à l'appareil photo, bien évidemment c'est pour choisir nos fameuses 3 composantes que sont l'ouverture, la vitesse d'exposition et les ISO. Alors on va commencer tout de suite par regarder ce que l'on appelle les modes créatifs. Que sont les modes créatifs? Ce sont des modes automatiques où l'appareil photo, ma foi, il choisit tout seul les fameux 3 paramètres. Par contre, dans ces modes-là, on essaye d'indiquer quand même à l'appareil photo le style de photo que l'on veut faire. Et souvent, vous retrouverez, notamment sur cette petite molette, un certain nombre de choix parmi ces modes créatifs. Et la plupart du temps, alors suivant les appareils, il y a plus ou moins de modes définis. Mais la plupart du temps, on va avoir un mode portrait. Si vous voulez faire en automatique, l'appareil gère les paramètres en automatique pour faire un portrait. Vous allez avoir un mode paysage. Donc voilà, l'appareil va s'adapter. Souvent, vous avez un mode macro, un mode nuit, voilà, ce genre de choses. Donc bien évidemment, malgré que vous indiquiez vous vouliez faire à l'appareil photo un portrait, il ne sait pas forcément exactement ce que vous allez faire et ce que vous voulez faire. Il sait juste dire que vous voulez faire un portrait, et donc quelque part il va choisir la plupart du temps une ouverture assez grande, donc je vous rappelle un chiffre petit, et une vitesse d'exposition en conséquence pour avoir la bonne exposition. Si vous choisissez un mode créatif paysage, la plupart du temps, il va choisir une ouverture un peu fermée, du style f8, f11 ou plus, et la vitesse qui va avec. Si vous voulez faire de la macro, voilà, il va choisir au fur et à mesure, mais ça reste quand même de l'automatisme. Donc qui dit automatisme dit, vous maîtrisez plus rien dans les paramètres de votre appareil photo, donc on en revient par rapport à mon premier thème, c'est
On fait des photos, on ne fait pas de la photo puisqu'on maîtrise rien. C'est l'appareil qui fait tout, on fait que clic. Donc il n'y a pas vraiment un grand intérêt, c'est pour ça que je ne veux vraiment pas m'attarder sur ces modes-là qui pour moi sont pas utiles en tous les cas si vous voulez faire de la photographie. Autre petit pictogramme que vous allez trouver sur votre petite molette de choix des modes de réglage de votre appareil photo, si tant est que ce soit une molette. C'est ce que l'on appelle le mode automatique. Alors souvent ça se concrétise par un petit rectangle vert, donc je pense que sur tous les appareils photo, globalement la signalétique se ressemble. Et donc là, c'est la même chose que les modes créatifs, mais sauf que là, il n'y a pas d'indication créative, donc je vais dire que l'appareil photo, il est en automatique. Et là, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc c'est vraiment le mode automatique par excellence. Et donc, comme je disais tout à l'heure pour les modes créatifs, je ne vais pas du tout rentrer dans le sujet, parce que pour moi, c'est pas en automatique, vous faites pas de la photo, vous faites des photos. Donc voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tous les cas, c'est mon avis. Donc voilà, on a élagué les modes automatiques de façon générale, qu'ils soient créatifs ou le mode automatique standard. Et donc maintenant, nous allons nous intéresser aux modes qui sont souvent signalés par une lettre. Donc ces lettres, c'est ce qu'on appelle souvent PSMA, donc on va y revenir. Donc ce sont des modes semi-automatiques et des modes manuels. Je pense que si je vous dis priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse, mode manuel, vous avez déjà dû entendre parler, même si vous débutez, je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ces concepts-là, donc c'est ce que l'on va regarder tout de suite. Donc on va débuter par le premier mode, c'est le mode P. Donc il est signalé par un P sur votre fameuse molette, c'est le mode programme. Donc à quoi il correspond ce mode? C'est un mode, ce qu'on appelle, je vais dire, semi-automatique, dans lequel l'appareil photo gère tout seul découple, vitesse, ouverture. Et charge à vous de changer quelque part le couple. Vous savez que si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, on a vu le triangle d'exposition, il y a de multiples combinaisons du triptyque, du triangle, le fameux triangle d'exposition, qui sont l'ouverture, la vitesse et les ISO, qui permettent d'avoir la même exposition. Dans le mode programme, l'appareil photo choisit un mode d'ouverture et de vitesse. On ne va pas se poser la question pour l'instant des ISO, on y reviendra tout à l'heure. Pour obtenir la bonne exposition. Après, vous pouvez changer soit l'ouverture, soit la vitesse. Dans tous les cas, vous ferez jamais que vous baladez dans une des multitudes de combinaisons qu'il existe, de couples qui permettent d'avoir la bonne exposition. Donc vous pouvez choisir une ouverture différente, vous pouvez choisir une vitesse différente, mais dans tous les cas, c'est l'appareil photo qui gérera tout le reste. De façon générale, puisque j'ai pu voir et puis pour avoir discuté avec beaucoup de photographes, ce mode est très très peu utilisé. Pourquoi? Parce que quelque part, il apporte pas grand chose par rapport aux deux autres modes semi-automatiques que l'on va voir tout à l'heure, qui sont le mode priorité ouverture ou priorité à la vitesse. C'est un mode entre les deux. Aujourd'hui, je pense pas qu'il amène grand chose aux débutants, mais bon, sachant qu'il existe, je vous engage, si vous débutez, à vous faire la main dessus et à regarder si ça peut vous intéresser. Personnellement, je l'utilise pas, et je vous dis, peu de gens l'utilisent. Maintenant, ça existe. Nous allons voir maintenant un des principaux modes qui sont utilisés sur les appareils photo. On va voir le mode semi-automatique que l'on appelle priorité à l'ouverture. Alors souvent ce mode, sur notre petite molette, il est soit indiqué par un A, souvent c'est Nikon, Sony je pense, enfin je ne suis pas spécialiste, soit par le mode AV pour les appareils photo Canon. Donc dans ce mode semi-automatique priorité à l'ouverture, ce que l'on fait, c'est que nous, photographes, on choisit de régler et d'imposer à l'appareil photo un des éléments de notre fameux triangle d'exposition. Et cet élément, c'est quoi? C'est l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on veut être maître globalement de notre profondeur de champ. Donc on sait qu'on veut ouvrir grand, donc avoir un petit chiffre parce qu'on veut faire un portrait, ou au contraire fermer pour avoir une grande profondeur de champ parce qu'on veut faire un paysage. Et toutes les valeurs intermédiaires en fonction de ce qu'on a à faire, on est capable de savoir et de vouloir maîtriser notre profondeur de champ, donc on veut gérer notre ouverture. Donc comme c'est un mode semi-automatique, on indique à l'appareil photo de ne pas toucher ce paramètre-là que nous on règle, et bien lui du coup il va gérer les autres. Alors on est là tout de suite encore pareil, on va pas trop se focaliser sur les ISO, on y reviendra après. On va considérer que pour l'instant sur ces modes-là les ISO sont constants. Et donc l'appareil photo, il va choisir la vitesse d'exposition en ayant pour l'ouverture que vous avez choisie de façon à avoir une exposition correcte.
toujours pareil, notre fameux triangle d'exposition et la logique de avoir la bonne exposition. Donc vous voyez, quelque part, c'est relativement simple. Donc c'est pour ça que ça s'appelle semi-automatique. C'est vous figez un des paramètres du triangle d'exposition et l'appareil photo gère les autres. Ce mode de priorité ouverture est, pour la plupart des photographes, en tous les cas que je peux voir, on va dire photographes amateurs, moi je côtoie essentiellement des photographes amateurs, c'est le mode privilégié par un grand monde, et même souvent des photographes professionnels, c'est celui qu'ils utilisent, et qui est le mode par défaut. Parce que quelque part, dès qu'on veut réfléchir à la composition, à la conception de sa photo, on raisonne souvent d'abord ouverture. Donc profondeur de champ, et donc à partir de là, dans ce mode-là, c'est ce qui nous permet d'être le plus réactif, et l'appareil photo va choisir automatiquement la vitesse d'exposition. Bien évidemment, qui dit automatisme quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique sur ce que va proposer l'appareil photo. Par exemple, si en fonction de notre ouverture, l'appareil photo vous propose un temps d'exposition qui est relativement lent, par exemple un 20e de seconde ou un 10e de seconde, avec ce type de vitesse d'exposition, vous risquez fortement d'avoir des flous de bouger. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur votre appareil photo, pendant ces 10e de seconde, vous allez faire des micro-mouvements qui vont faire que votre photo elle va être floue. Donc quelque part, l'automatisme ne va pas toujours répondre à votre problématique. L'appareil photo, il ne sait pas ce que vous voulez faire, il ne sait pas dans quelles conditions vous prenez votre photo. Autre problème sur une vitesse lente, si tant est même qu'on n'ait pas la problématique de flou de bouger, ça peut être que votre sujet, si c'est un sujet qui est en mouvement, il va être flou, et c'est peut-être pas ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il faut savoir, il faut maîtriser ces paramètres, le fameux triangle d'exposition, je vous renvoie vraiment à l'épisode précédent. Il faut vraiment comprendre ces paramètres et comment ils fonctionnent entre eux pour être capable de gérer au mieux et être critique sur le résultat que vous fournit l'appareil photo en mode semi-automatique, voire même l'utiliser en mode manuel, on va voir tout à l'heure. Je reviens à la logique du temps d'exposition que l'appareil va peut-être vous calculer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de flou de bouger. Bon, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard dans les épisodes, je veux pas trop m'attarder à ce niveau-là, j'avais fait un épisode fut un temps là-dessus. Mais on y reviendra, je pense, plus tard. Ce qu'il faut quand même retenir à ce stade-là, c'est que, en termes de vitesse pour éviter le flou de bouger, généralement on s'accorde à dire qu'il faut que la vitesse maximale ou minimale, suivant comment vous voulez le voir, soit de 1 sur votre focale. Donc si vous avez une focale de 50 mm par exemple, à partir du moment où vous avez un temps d'exposition qui sera plus lent que 1/50e de seconde, vous risquez d'avoir du flou de bouger. Donc généralement, voilà, il faut faire en sorte que votre vitesse soit au-dessus d'un 50e, un 60e, enfin en dessous, un 60e, un centième, un 200e ou autre. À partir du moment où on est un 50e, un 30e, un 10e de seconde, voire plus, le risque de bouger est important. Bien évidemment, après cela peut dépendre, et vous voyez que dès qu'on zoome un petit peu dans le sujet, ça peut se complexifier, ça peut dépendre de savoir si votre objectif est stabilisé ou non, voire même maintenant sur les appareils récents et notamment les mirrorless, où c'est le capteur qui est carrément stabilisé, et donc nous permet d'avoir des vitesses qui sont encore un peu plus lentes, et peut-être descendre jusqu'à un 20e de seconde, un 10e de seconde, sans avoir ce fameux flou de bouger. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut mieux garder ce principe-là, comme ça vous êtes sûr d'assurer votre coup. Donc comme je vous le disais, le mode priorité ouverture est un mode qui est beaucoup utilisé. Moi personnellement, c'est le mode qui est par défaut sur mon appareil photo, et quelque part que j'utilise sur toutes les photos que je peux faire en mode reportage, entre guillemets, que ce soit un paysage, quand je me balade avec mon appareil photo à la main, c'est toujours en mode priorité ouverture. Puisque l'on parle d'ouverture, je vous ai dit dans l'épisode précédent, tous des cas pour les réflexes, je pense pas que ce soit le cas pour les mirrorless avec leur viseur électronique, donc pour les réflexes avec leur viseur optique, ce que vous voyez dans le viseur, c'est la scène telle que vous la voyez avec votre œil. Il n'y a aucune application des réglages, et notamment si vous avez choisi de fermer votre diaphragme, ce que vous voyez dans votre viseur optique, le diaphragme il est grand ouvert, donc vous n'avez pas l'effet profondeur de champ dans ce que vous allez voir de ce que va être votre photo. Pour résoudre cette problématique-là, et pour voir avant quelle va être la profondeur de champ, donc la notion de flou, de bokeh, ce genre de choses par rapport à votre sujet avant la prise de vue, il existe sur les appareils photo réflexes un bouton que l'on appelle bouton de test de la profondeur de champ. Ce bouton, quand vous appuyez dessus, il va fermer le diaphragme à la consigne que vous lui avez indiquée en termes d'ouverture, et ça va vous permettre de voir dans le viseur quel serait l'impact de l'application de la profondeur de la fermeture du diaphragme sur votre photo. Alors ce bouton, il faut savoir qu'il existe, et puis même encore, il faut penser à l'utiliser. Moi j'avoue, personnellement, maintenant depuis le temps, je l'utilise jamais. Pourquoi ? Parce que au fil du temps, on sait à peu près, puisqu'on est en mode priorité ouverture,
On sait à peu près la notion de profondeur de champ en fonction de l'ouverture que l'on va choisir. Donc on sait que à 1.8, à 2.8, à 4, on va avoir une notion de profondeur de champ comme ça, que à F8, on va plutôt être dans une autre logique de profondeur de champ, que F16, F14, F11, on aura d'autres choses. Donc on commence à maîtriser un petit peu ce que cela donne, donc on n'a pas forcément besoin tout le temps d'aller vérifier ce que ça donne à l'écran, la profondeur de champ. Mais bon, il faut savoir que ça existe. Donc voilà pour le mode de priorité ouverture qui est le premier mode semi-automatique. Donc le deuxième mode semi-automatique est le mode priorité à la vitesse. Donc toujours sur notre petite rue, il se concrétise par un V ou un TV. Donc suivant V, je pense que c'est Nikon et... S. S pour Speed dans Nikon et TV pour Canon. Sony ou autre marque, je ne sais pas, mais c'est sûrement un des deux choix. Dans ce mode semi-automatique priorité à la vitesse, devinez c'est quoi le paramètre que vous allez régler. Oui, c'est la vitesse de l'obturateur, autrement dit le temps d'exposition. Donc ce mode est très utile quand vous voulez maîtriser la vitesse, donc le temps d'exposition, notamment quand vous faites de la photographie sportive, que vous avez un sujet qui est en mouvement, sportif ou animalière. Vous pouvez prendre, si vous voulez prendre un oiseau, une voiture qui passe, un piéton qui bouge, voire même un feuillage qui bouge. Vous pouvez avoir besoin de maîtriser la vitesse et donc d'utiliser plutôt un mode priorité vitesse pour vous maîtriser ce paramètre-là plutôt qu'un mode priorité ouverture où c'est l'appareil photo qui choisira la vitesse. Donc ce mode est utile généralement quand je vous disais on veut maîtriser la vitesse et souvent c'est pour figer un mouvement. Donc on peut avoir des vitesses qui peuvent être assez longues. Par exemple pour figer un oiseau, on vous dit que il faut être aux alentours d'un 2/1000 de seconde. Pour figer, je dirais, une scène d'action, une voiture ou autre, on est entre un 500e de seconde, 1/1000 de seconde, en fonction de votre sujet qui bouge. Généralement, on sait que la vitesse d'un piéton, c'est 2 temps, donc globalement, un bon temps d'exposition, c'est 2 temps, au même titre que je vous disais tout à l'heure que pour un oiseau, généralement, c'est autour d'1/1000 de seconde si on veut vraiment figer son mouvement. Après, là, on voit qu'on est dans une logique de figer le mouvement et donc avoir des temps, de maîtriser le temps d'exposition et d'un temps de réposition relativement rapide. Mais à l'inverse, on peut vouloir maîtriser le temps d'exposition, mais sur un temps long. Par exemple, pour une photographie de feu d'artifice, où on veut le filet de notre feu qui monte et qui explose. Par exemple, pour un filet de voiture, vous voulez vraiment que vous ayez le filet de la voiture qui passe. Par exemple, pour faire une pause un petit peu plus longue, comme on dit, sur une cascade, un filet de cascade, au lieu de figer un instant T la cascade à prendre une pause à 1/1000 de seconde, vous allez peut-être vouloir faire une pause de cascade à 1 seconde. Donc dans ce cas-là, c'est à la fois pour figer le mouvement ou au contraire pour faire un mouvement plus long. Et dans tous les cas, vous voyez, c'est vous qui savez ce que vous voulez faire. L'appareil photo, il n'est pas capable de savoir que vous voulez figer, faire un filet de votre cascade, vous voulez figer votre voiture qui passe. C'est à vous à l'indiquer, donc c'est vraiment à ça que sert le mode priorité à la vitesse. Par contre, un peu comme tout à l'heure pour le mode priorité à l'ouverture, où je vous disais que l'appareil photo choisit la vitesse, et que selon la vitesse qu'il choisit, ça peut vous poser des problèmes, notamment de flou de bouger. Si vous choisissez la vitesse d'exposition, l'appareil photo, il va adapter l'ouverture pour, toujours pareil, avoir la bonne exposition. Il peut arriver à un moment où, pour avoir la bonne exposition juste avec ces deux paramètres, l'appareil photo ne puisse pas parce qu'il est limité par la capacité de votre objectif, notamment votre plage d'ouverture. Imaginons que pour avoir la bonne exposition, il faut que votre appareil photo il ouvre au-delà de 2.8 par exemple à 1.4 ou à 1.8, et votre appareil photo, votre objectif il est limité à 2.8, il ne va pas pouvoir être plus lumineux votre objectif. Et donc dans ce cas-là, il ne pourra pas pouvoir vous garantir d'avoir la bonne exposition. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut faire? On pourra jouer sur le troisième paramètre, les ISO. Mais les ISO, on y reviendra tout à l'heure, donc je ne préfère pas rentrer tout de suite dans le sujet. Donc on considérera que pour l'instant, on arrive à faire ce que l'on veut et les ISO sont constants. À ce stade-là, nous avons vu les deux modes semi-automatiques et il est important d'intégrer un réglage qui est proposé pour votre appareil photo, que ce que l'on appelle la compensation d'exposition. En effet, je vous le rappelle, l'appareil photo ne sait pas ce que vous voulez faire. Donc quelque part, il va vous proposer des réglages pour avoir l'exposition correcte telle que lui l'entend. Donc je ne vais pas rentrer dans ce qu'est une exposition correcte, comment l'appareil photo détermine, parce que j'essaye de faire en sorte de vulgariser, que ce soit simple pour des débutants. Mais on va dire que l'appareil photo, c'est déterminer a priori, dans la globalité de votre image, de façon générale, quelle va être la bonne exposition et donc les paramètres associés. Par contre, il y a des cas
où l'appareil photo, l'exposition que va vouloir vous proposer ou choisir l'appareil photo ne sera pas la bonne ou ne vous conviendra pas. Par exemple, s'il y a un contre-jour à gérer. Par exemple, s'il y a une zone dans la photo que vous voulez qu'il soit relativement claire et que l'appareil photo, de par ses réglages, fait qu'elle soit relativement sombre. Donc dans ce cas-là, il va falloir que quelque part vous indiquiez à l'appareil photo que l'exposition qu'il vous propose, c'est pas la bonne et que vous voulez une exposition un peu plus exposée ou un peu plus sous-exposée. Donc je vous rappelle que par rapport à l'exposition nominale, le valeur 0, on gère une surexposition ou une sous-exposition en valeur de stop. Donc on va peut-être pouvoir dire que notre scène doit être un peu plus exposée, donc un peu surexposée par rapport à la valeur nominale de l'appareil photo, par exemple de 1 stop, donc je vous rappelle 2 fois plus de lumière. Ou à l'inverse, on veut forcer l'appareil photo à faire en sorte d'avoir une exposition plus sous-exposée, par exemple de 2 stops. Et dans ce cas-là, on va lui forcer. Et ce forçage s'appelle la correction de l'exposition. On indique à l'appareil photo de forcer sa mesure d'exposition de plus ou moins X stop. Donc par exemple, admettons que je sois en mode priorité ouverture, j'ai une ouverture de f4 et mon appareil photo pour ma scène détermine tout seul que par rapport à ça, il faut un temps d'exposition d'1 centième de seconde. Moi, si pour 1 centième de seconde, je trouve que ma scène est trop exposée et je veux forcer que mon image soit plus sombre, et bien je vais rentrer dans le correcteur d'exposition et je vais forcer une sous-exposition de par exemple moins 1 stop, donc 2 fois moins de lumière. Et donc on appelle ça corriger l'exposition de moins 1 stop. Et pareil dans l'autre sens où on peut corriger de plus 1 stop. Tous les appareils photo comprennent plus ou moins un mode de correction de l'exposition, soit avec des molettes, soit avec des boutons, soit dans le menu. Généralement, de façon générale, cette exposition peut se corriger de moins 3 stops à plus 3 stops. Voilà. Après, on en revient pareil, ça peut être dans un mode semi-automatique, c'est à vous à savoir ce que vous voulez faire. Les automatismes de l'appareil photo se font par rapport à des règles nominales qui ne vous correspondra peut-être pas et qu'il va falloir pouvoir forcer, et ce mode de correction d'exposition est là pour ça. Bien évidemment, c'est pas toujours aussi simple, donc je vous engage vraiment à jouer avec ces modes semi-automatiques et cette fameuse correction d'exposition, et je pense que dès que vous allez un petit peu maniper et faire des photos avec les modes semi-automatiques, vous allez voir qu'à un moment ou un autre, le résultat n'est pas celui que vous voulez, et vous aurez besoin de dire « Ah, ma photo est trop sombre, je veux l'exposer sans changer mon ouverture et ma vitesse d'exposition. Ah, ma photo est trop claire et je veux la sous-exposer. » Et là, la seule façon d'intervenir dans les réglages de votre appareil photo, ça sera de corriger l'exposition. Un réglage important à connaître et à maîtriser. Voilà, nous avons vu les modes automatiques, les modes semi-automatiques, et bien maintenant il nous reste à voir le mode manuel qui est signalé sur votre molette ou votre menu ou je ne sais quoi au niveau de votre appareil photo par la lettre M. Et cette fois-ci, je crois que sur toutes les marques, c'est le M qui prévaut. M comme manuel. Alors dans ce mode manuel, comme son nom l'indique, c'est vous qui allez choisir tous les paramètres. C'est vous qui choisirez l'ouverture, c'est vous qui choisirez la vitesse et c'est vous éventuellement qui choisirez les ISO. Comment on choisit ? C'est pas si compliqué que ça quand même, parce que l'appareil photo ne vous laisse pas démuni, je dirais, dans le réglage de l'exposition. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours la fameuse petite tirette, le posemètre qui est intégré dans l'appareil photo, et qui, en fonction de l'ouverture et de la vitesse que vous avez choisie, va vous indiquer où on en est par rapport à l'exposition nominale. Donc si vous avez choisi un couple, ou même un triptyque, si on veut intégrer les ISO, ouverture, vitesse, ISO, qui fait que pour l'appareil photo, votre photo sera sous-exposée, vous aurez le petit curseur qui sera plutôt en moins 1 stop, moins 2 stops, il vous dira que votre photo n'est pas assez exposée par rapport à sa mesure à lui. A l'inverse, si la photo serait surexposée, votre petit curseur sera plutôt en positif, de plus 1 stop, moins 1 stop, enfin plus 1 stop, plus 2 stops, ou toutes les valeurs intermédiaires. Et dans ce cas-là, il vous dira que par rapport à sa mesure à lui, votre photo serait surexposée. Donc si vous voulez vraiment être fidèle aux indications qu'il vous donne, il suffira de modifier un des deux paramètres, si on veut se focaliser, qu'on veut laisser pour l'instant les ISO de côté, soit l'ouverture, soit la vitesse d'exposition, de façon à ramener votre petit curseur sur le 0.
et avoir ainsi une photo correctement exposée. Vous voyez, c'est guère plus compliqué, sauf que c'est vous qui réglez les paramètres. Bien évidemment, dans le mode manuel, il n'y a pas de logique de compensation de l'exposition, puisque en fait, à chaque fois vous allez régler, il va vous dire où vous en êtes par rapport à l'exposition nominale, et vous allez ajuster, donc c'est vous-même qui faites la compensation d'exposition en réglant les paramètres. Donc dans quel cas vous pouvez être amené à utiliser le mode manuel? Moi je vois personnellement, j'utilise le mode manuel dans plusieurs cas. Quand je suis en intérieur, en studio, quand je fais du shooting à l'extérieur et que j'utilise un flash, quand j'utilise mon appareil photo sur trépied. Donc c'est globalement les trois cas où j'utilise le mode manuel. La plupart des autres cas, c'est de la mode priorité ouverture, et quelquefois, quand vraiment je veux figer le mouvement ou autre, par exemple des photos sportives ou animalières, je prends le mode priorité à la vitesse. Donc vous voyez, ce mode manuel, quelque part, il est guère plus compliqué que le mode semi-automatique. Un des avantages aussi que vous pouvez avoir avec le mode manuel, c'est que les paramètres sont figés tant que vous n'avez pas décidé de les bouger. Contrairement à un mode semi-automatique. Dans un mode semi-automatique, vous choisissez par exemple votre ouverture si vous êtes en mode priorité ouverture. Choisissez une ouverture à f4. L'appareil photo, il va décider que la vitesse est 1/100 de seconde. Mais il suffit qu'il y ait un nuage qui passe, qu'il y ait un mouvement, enfin quelque chose qui fait que globalement la lumière, votre éclairage ambiant de votre scène bouge un tout petit peu, pour que l'appareil photo ajuste automatiquement, pas votre ouverture, puisque c'est le paramètre que vous avez figé, mais votre vitesse qui d'un seul coup peut descendre à 1/150 de seconde, 1/200 de seconde, ou au contraire être plus lente et passer à 1/60 de seconde, 1/50 de seconde. Et tout ça pour, quelque part, au sein d'une même séance, vous êtes en train de prendre les mêmes photos. Bien évidemment, on n'a pas ce problème-là avec le mode manuel, puisque vous ne bougerez pas vos paramètres, ou en tous les cas, tant que vous ne les avez pas bougés, l'exposition sera la même. Donc vous pourrez très bien bouger, tourner autour de votre sujet, faire abstraction d'un nuage qui passe ou autre, tant que ça ne remet pas en cause l'exposition de votre photo telle que vous l'avez choisie, vous comprenez bien que les paramètres resteront constants. C'est aussi en ce sens-là que le mode manuel vous permet vraiment de maîtriser ce que va faire votre appareil photo, parce que c'est vous qui maîtrisez tous vos paramètres. Et de façon générale, il faut un peu démystifier le mode manuel, c'est pas beaucoup plus compliqué que les modes semi-automatiques. Par contre, les modes semi-automatiques sont plus pratiques et potentiellement vous permettent d'être plus réactifs, et encore que je pense que les gens qui sont habitués à n'utiliser que le mode manuel arrivent à être aussi réactifs. Voilà, c'est une question d'habitude, mais il faut en tous les cas pas avoir peur du mode manuel. Voilà, pour terminer cette première partie de comment maîtriser son appareil photo, je vais revenir sur un sujet que j'ai un petit peu évité d'évoquer jusqu'à maintenant, c'est le réglage des ISO. Et vous avez vu que sur notre fameuse petite molette, on n'a pas un mode priorité aux ISO. Ben non, le réglage des ISO se fait généralement par un menu spécifique autre que la gestion des modes de prise de vue. Dans ce menu ou dans les molettes, vous avez le choix entre plusieurs façons de gérer vos ISO. Alors après, ça peut dépendre de l'appareil photo. Donc suivant les appareils photo, vous aurez tout ou partie de ces modes-là que je vais citer maintenant. Alors bien évidemment, vous avez le premier, c'est le mode ISO auto. Donc si vous laissez votre appareil photo dans le mode ISO auto, c'est l'appareil photo tout seul, au même titre que tous les autres paramètres, qu'il aura à sa charge, qui gérera tout seul les ISO. Alors le mode ISO auto, et de façon générale tous les modes que je vais vous citer maintenant, sont valables quel que soit le mode, qu'il soit semi-manuel ou manuel. Qui dit mode ISO auto, donc c'est l'appareil photo qui va régler les ISO, bien évidemment il tiendra compte toujours de la logique où plus les ISO sont bas et mieux c'est. Donc ça sera vraiment le dernier des paramètres que votre appareil photo ira augmenter pour garantir l'exposition. Il va d'abord essayer de jouer sur les paramètres sur lesquels vous lui avez laissé la latitude de jouer. Si vous êtes en priorité ouverture, la vitesse, ou en priorité vitesse, l'ouverture. Et à la fin, s'il n'arrive pas à donner un bon temps d'exposition, et notamment si par exemple vous êtes en ouverture et qu'il vous donne une vitesse qui est trop lente, il va avoir tendance à augmenter les ISO de façon à garantir une vitesse d'exposition qui soit correcte. Mais qui dit automatisme dit ça fait pas toujours ce que l'on veut et on ne maîtrisera pas le résultat. Donc tous les gens qui ont utilisé les ISO auto se sont retrouvés un jour avec une photo avec 800 ISO alors que c'était pas forcément justifié. Donc il vaut mieux éviter le mode ISO auto, ou en tous les cas, même si dans un premier temps, tant que vous débutez, ça peut être intéressant de laisser l'appareil photo faire, mais rapidement, il vaut mieux avoir à gérer soi-même ses ISO. Le deuxième mode dans le choix des ISO, c'est un mode automatique,
mais avec seuil. C'est-à-dire que vous indiquez à l'appareil photo qui va gérer automatiquement les ISO, mais il dépassera jamais un certain seuil. Par exemple, vous savez que votre appareil photo gère bien les ISO jusqu'à 3200 par exemple, et bien vous allez indiquer à l'appareil photo, vous allez le mettre en mode auto, et vous allez lui dire tu ne dépasseras pas 3200. Donc lui, s'il est amené à avoir besoin de changer les ISO, il les changera, et il se baladera entre une plage, entre votre plage minimale, par exemple 100 ISO, et 3200, il ne dépassera pas. Donc ça vous met quand même un garde-fou au fait qu'il aille dans des ISO et que ça vous dégrade votre photo alors que vous ne l'auriez pas souhaité. Donc après, c'est toujours pareil, c'est une fonctionnalité maintenant que je pense qu'on retrouve sur tous les appareils récents, mais qui n'était pas forcément sur les anciens appareils. Autre mode, comme on a le mode auto, bien évidemment, on a le mode ISO manuel. Donc là, c'est nous-mêmes qui choisissons les ISO. Donc généralement dans ce mode-là, on choisit nous-mêmes nos ISO en fonction du triangle d'exposition, et je vous disais dans l'épisode précédent que plus les ISO restent faibles, et mieux c'est pour la qualité de votre photo, même si votre appareil monte bien en ISO. Donc de façon générale, vous allez souvent laisser ce paramètre-là à 100 ISO, voire 200 ISO, et jouer avec les deux autres paramètres du triangle d'exposition. Et vraiment, si un dernier ressort, vous n'arrivez pas à jouer avec les paramètres que vous voulez, vous allez augmenter les ISO pour vous permettre d'avoir, par exemple, une vitesse d'exposition suivant assez lente ou ce genre de choses. Donc là, on rentre déjà dans un mode un peu plus où on maîtrise ce que l'on fait, ça viendra avec l'expérience, mais il faut savoir que ça existe. Et rapidement, vous pourrez basculer dans ce mode-là, il n'y a pas de problème plus que ça non plus. Enfin, le dernier mode, qui n'est pas implémenté sur tous les appareils photo, mais que je trouve très pratique, et que moi, quand je suis en mode, je vais dire, reportage, j'active. C'est-à-dire, c'est un mode semi-auto quelque part. C'est un mode où vous dites à l'appareil photo qu'il ne montera les ISO éventuellement jusqu'à un certain seuil, qu'à partir du moment où la vitesse d'exposition devient trop lente. Par exemple, je choisis, moi sur mon appareil, mon Canon 70D, je peux lui dire que à partir du moment que la vitesse d'exposition est plus lente que 1/60 de seconde, donc un 50e, un 30e, voilà, il va devoir monter les ISO pour garantir au minimum que je resterai, en tous les cas au plus lent, à 1/60 de seconde. Et donc là, lui, je vais gérer ma vie, par exemple, en mode de priorité ouverture, et donc je vais régler, au bout d'un moment, lui, il va régler la vitesse, et pour garantir la bonne exposition, par exemple, il va falloir qu'il m'affiche un temps d'exposition qui soit de 1/50 de seconde. Il ne pourra pas, et dans ce cas-là, pour garantir le 1/60 qui est la consigne que je lui ai donnée, il va me monter les ISO. Voilà, donc c'est un mode qui est très pratique, parce que quelque part, on maîtrise, on borne le maximum, et on borne le seuil de déclenchement de la montée en ISO. Donc au quotidien, je pense que c'est un mode qui est très utile, et moi que personnellement, j'utilise. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur ce sujet-là, que je vous remets ici, de toute façon je mettrai dans la playlist, et qui expose globalement les fonctionnalités de ce mode-là. Voilà, cet épisode se termine, on a fait le tour des différents modes de réglage de votre appareil pour maîtriser les 3 paramètres du triangle d'exposition. On a vu les modes automatiques, mais là je passe vite. Après on a vu les modes semi-automatiques, priorité ouverture, priorité à la vitesse, le mode manuel. On a vu comment utiliser le bouton profondeur de champ, comment forcer l'appareil photo dans les modes semi-automatiques à faire de la compensation d'exposition. On a vu comment régler les ISO, donc je pense que déjà vous avez déjà des bonnes bases pour commencer à régler votre appareil photo pour faire les photos que vous voulez. Bien évidemment, nous allons voir dans les épisodes suivants le complément, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, et même si j'essaye de passer assez rapidement, vous voyez, ça prend déjà du temps, donc vous comprenez que je peux pas trop faire de choses en détail, donc je vous rappelle d'aller voir, si vous voulez plus de détails sur un certain nombre de points que j'ai pu évoquer aujourd'hui, la playlist avec les épisodes qui sont en complément de tout ce que j'ai pu dire. Cet épisode se termine, je vous remercie de m'avoir suivi, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre aussi des commentaires, que vous soyez photographe débutant pour poser des questions ou faire votre retour d'expérience, que vous soyez photographe averti, je vais dire, pour partager justement votre expérience, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, ici que ça se passe pour le Tipeee. Vous avez le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.